Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de Vox Books. L'environnement de l'entreprise est marqué aujourd'hui par une concurrence rude et connaît une évolution rapide due au rythme élevé des innovations technologiques, mais aussi à l'accroissement et à la globalisation de la compétition. Dans un contexte pareil, les entreprises pharmaceutiques doivent être capables d'atteindre des niveaux élevés de productivité et surtout de rendement avec pour donnée centrale le médicament. L'ouvrage de cette semaine se propose d'analyser le concept de marketing pharmaceutique et par ricochet de préciser le rôle intégrateur du marketing dans toutes les fonctions des laboratoires pharmaceutiques, comment il est pratiqué au sein des 10 laboratoires fabricants de médicaments à usage humain. Pour cela, il essaye de répondre à différentes questions axées autour de la problématique. Quelles sont les spécificités du marketing pharmaceutique? Et pour répondre à ces questions, ce soir, l'auteur est bien présent avec nous. Mais avant, je vous propose de découvrir son portrait. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Née le 19 janvier 1993 à Yaoundé, Astrid Verouchka Nwal est originaire de Bafia dans la région du centre du Cameroun. Chrétienne protestante, c'est pourtant au groupe scolaire La Retraite, un établissement catholique, qu'elle effectuera ses études maternelles, primaires et secondaires jusqu'à l'obtention de son baccalauréat A4 espagnol en 2010. La jeune Camerounaise n'avait alors que 17 ans. La même année, elle s'inscrit en cours de préparation pour les grandes écoles à l'Institut supérieur de commerce de Yaoundé. En 2013, elle obtient un Bachelor in Business Administration à l'École des hautes études de Yaoundé. Ensuite, elle s'envole pour le Maroc, où elle passera 2 années de formation à l'École des hautes études commerciales et informatiques de Casablanca, couronnée d'un Master in Business Administration, option Management et Développement commercial. Proche du secteur pharmaceutique suite à son parcours chez Agipro Pharma où elle travaille aujourd'hui comme responsable marketing, Verouchka, qui est alors fille aînée d'une fratrie de 5 enfants, a créé en parallèle une agence de conseil et de prestation de services. Passionnée de musique, de cuisine, de voyage et d'entrepreneuriat, elle prépare actuellement une thèse de doctorat en marketing. Auteur de son tout premier ouvrage intitulé « Les spécificités du marketing pharmaceutique », une adaptation de son mémoire de fin de MBA paru aux éditions universitaires européennes. Astrid Verouchka Nwal est l'invitée de Vox Books. Astrid Verouchka Nwal, bonsoir et merci d'être venue sur le plateau de Vox Books. Bonsoir Steve. Je vous souhaite déjà bonne fête de la Pâques. Merci, bonne fête à vous également. D'accord. On vient de découvrir à travers votre portrait que vous êtes titulaire d'un MBA en management du développement commercial. Pourquoi est-ce que vous choisissez de publier sur le domaine pharmaceutique? Pourquoi est-ce que surtout votre mémoire a été axée sur ce domaine-là? Alors, vous n'êtes pas le premier à me poser cette question. Ce qui se passe, c'est que j'ai été influencée déjà par l'environnement familial. Parce que mon papa travaillant dans le domaine, je vais dire qu'il m'a amené d'une manière subtile à vraiment aimer tout ce qui est marketing pharmaceutique. Votre papa, il est pharmacien ou visiteur médical? Il a été visiteur médical. Actuellement, il a une entreprise qui fait dans la promotion des laboratoires pharmaceutiques. D'accord. Donc, étant plus jeune, j'ai commencé à aimer, à m'intéresser à ce que c'est que le marketing pharmaceutique, vraiment très superficiellement. Quand je suis revenue au Cameroun après ma 4e année, parce que j'ai fait mes études au Maroc, du moins mon MBA, j'ai fait mes études au Maroc. Alors quand je suis revenue au Cameroun pour les vacances, j'ai effectué mon stage à Agipro Pharma, qui est l'agence internationale pour la promotion et la représentation des laboratoires pharmaceutiques. Pendant mon stage, j'ai eu à descendre sur le terrain avec des délégués médicaux pour essayer de voir comment est-ce qu'ils se déployaient sur le terrain, pour convaincre les médecins à prescrire les produits qu'ils représentaient. Alors je me suis demandé comment est-ce que ces stratégies sont établies, comment est-ce qu'ils font pour convaincre les professionnels de santé, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, que leurs produits, c'est-à-dire les produits qu'ils représentent, les produits dont ils font la promotion, sont meilleurs par rapport aux autres produits de la concurrence pour telle ou telle pathologie. Quelles sont les stratégies qu'ils mettaient en place pour pouvoir convaincre les médecins? Quelles sont les activités qu'ils menaient pour faire connaître leurs produits auprès
des professionnels de la santé. Donc en gros, c'est ça l'origine du titre de votre ouvrage aujourd'hui, les spécificités du marketing pharmaceutique. Oui, c'est ça l'origine. Alors comment décrivez-vous le secteur pharmaceutique, d'abord mondial et ensuite camerounais particulièrement? Je vais dire que le secteur pharmaceutique mondial est, comment dire, le secteur pharmaceutique mondial observe de nombreux changements depuis quelques années. Ouais. De nombreux changements parce que le secteur pharmaceutique doit s'aligner aux normes marketing. Bon, quand je dis normes, c'est un peu trop dire. Doit comprendre que le marketing doit s'intégrer dans dans la structure en général de l'entreprise. Et donc, face à de nombreuses contraintes déjà, oui, face aux enjeux auxquels ils sont exposés, ils doivent redéfinir leur technique marketing, les adapter avec l'évolution du monde, les adapter avec les nouvelles maladies, les nouveaux enjeux. Parce qu'on va, par exemple, remarquer que dans le secteur, je prends le secteur pharmaceutique mondial, dans le secteur pharmaceutique mondial, on va remarquer que comme opportunité, on a par exemple le vieillissement des populations de l'Europe de l'Est, de l'Asie, ce qui entraîne de nouvelles recherches et donc forcément de nouvelles stratégies adaptées à cette partie du monde. Quant au secteur pharmaceutique camerounais en particulier, il y a encore beaucoup à faire. Donc il est un peu précaire. Oui, il est un peu précaire. Que ce soit l'accès au marché du médicament, que ce soit l'entrée des médicaments au Cameroun, il est un peu précaire parce que la réglementation est assez compliquée au Cameroun. Les autorisations de mise sur le marché, ce n'est pas facile à obtenir. Elles prennent énormément de temps. Du coup, il y a des médicaments qui arrivent au Cameroun et peuvent mettre 1-2 ans avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Ce qui fait qu'il y a certains laboratoires. Et il faut également voir que le marché est petit pour de nombreux laboratoires qui se disputent leur place au niveau du marché. Alors, on évoquait à l'introduction de cette émission la concurrence de plus en plus rude que connaît le secteur pharmaceutique, et notamment, vous venez de conclure par là, le secteur, avec la floraison des laboratoires et notamment des pharmacies. Quel peut être l'impact de cette concurrence-là sur l'activité? Le lobbying. C'est le principal impact. Parce qu'on a de nombreux laboratoires qui se disputent le marché. On a de nombreux laboratoires qui voudraient s'installer au Cameroun. Donc, du coup, certains vont user de leur influence, de leur notoriété auprès de toutes les autorités administratives pour pouvoir rapidement avoir telle ou telle autorisation de mise sur le marché ou alors pour pouvoir être mis en avant. Que ce soit dans les campagnes de santé, que ce soit dans les campagnes de santé ou alors les appels d'offres. À la page 22, parlant de la Sénamé, vous dites au niveau central, le niveau central comprend la Sénamé notamment, la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments essentiels, qui est une structure d'achat et d'approvisionnement en médicaments essentiels génériques. Elle acquiert les produits par appel d'offres internationaux et les distribue aux centres, aux formations sanitaires à but non lucratif organisées en bureau ou en centrale d'achat, aux hôpitaux centraux et généraux ainsi qu'à d'autres clients avec autorisation spéciale. Alors, si tel est défini, je veux dire ça comme ça, le rôle de la Sénamé aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui explique le fait qu'on retrouve notamment dans cette structure, et c'est déjà une habitude chaque année, où les médicaments sont incinérés parce que périmés, qu'est-ce qui bloque au niveau de la distribution des médicaments à ce niveau selon vous? Ok. Ce qu'il faudrait noter ici, c'est d'abord que la Sénamé est comme le grossiste de l'État. Ça veut dire quoi? La Sénamé vend ses médicaments. La Sénamé ne distribue pas ses médicaments gratuitement. Et toute entreprise qui vend a pour but de rentrer dans ses fonds, c'est-à-dire de faire un chiffre d'affaires. Naturellement. Alors, si la Sénamé a des produits qui après ne sont pas rachetés, forcément les produits vont se périmer. Concernant la distribution, pourquoi est-ce que peut-être ils ne les distribuent pas, ils ne les redistribuent pas gratuitement,
quand les médicaments sont en voie de péremption. Là, c'est un problème de gestion interne. Je ne me suis pas approfondie vraiment sur le sujet. D'accord. Abordons à présent le concept de marketing. Quelle différence faites-vous entre le marketing en général et le marketing pharmaceutique en particulier? Ce qu'il faudrait d'abord noter ici, c'est que le produit dont on parle dans le marketing pharmaceutique, c'est le médicament. Naturellement. Et le médicament est un produit toxique. Il est bien vrai qu'il soigne, mais il a également... des effets néfastes aussi. Voilà. Donc, ce qui signifie que le marketing traditionnel, déjà, de par ce produit-là, est différent du marketing pharmaceutique. Et quand je prends le mix marketing du marketing pharmaceutique, vous allez voir dans le livre, j'ai rajouté un 5e P aux 4 P traditionnels. Oui, la place, le produit, la promotion bref, le produit, la place, la promotion et la distribution. Voilà. Alors, le 5e P que j'ai rajouté, c'est le prescripteur. Ce qui signifie que le marketing pharmaceutique s'appuie surtout sur la communication. C'est-à-dire la communication qui est faite par les visiteurs médicaux, par la presse médicale, par les congrès, les salons médicaux. Ça veut dire quoi? Le marketing pharmaceutique, c'est vraiment la communication. Quelle est la communication qui est faite aux professionnels de santé? Comment est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle est faite de manière éthique? Est-ce qu'elle est faite de manière anarchique? Est-ce qu'elle est réglementée? Est-ce qu'elle est contrôlée? Et le problème avec le marketing pharmaceutique, c'est qu'au Cameroun, par exemple, que ce soit les médicaments éthiques ou les médicaments OTC, c'est-à-dire les médicaments qui n'ont pas besoin d'une prescription ou alors d'une ordonnance pour se les procurer, la publicité à la télévision n'est pas permise, contrairement aux pays anglo-saxons. La publicité à la télé n'est pas permise. Et même en France, je crois, vous allez remarquer qu'il y a certaines publicités de médicaments à la télé. C'est généralement des médicaments génériques, genre... Non, des médicaments OTC. OTC. Oui, qui n'ont pas besoin de prescription, qui n'ont pas besoin d'ordonnance pour se les procurer. Alors, ce que je disais, c'est que le marketing pharmaceutique au Cameroun, particulièrement, c'est assez réglementé, très encadré par la réglementation. Alors, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas ce droit-là de faire la publicité de leurs produits, de leurs médicaments à la télévision. Ce qui signifie que la publicité, la promotion est essentiellement axée vers les professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les pharmaciens prescripteurs. Ce qui fait que les laboratoires pharmaceutiques ne s'adressent pas directement au consommateur final. Direct, ouais, voilà, final, au consommateur final qui est le malade, le patient. Voilà. Donc, il s'adresse à cet intermédiaire qui est le médecin et il faudrait le convaincre que voilà, mon produit est meilleur que tel ou tel produit. Et ce qu'il faut souligner, c'est que les visiteurs médicaux ont l'obligation d'informer, de donner de véritables informations aux professionnels de santé, ne pas seulement mettre en avant les avantages du médicament, mais également souligner les effets secondaires ainsi que les interactions médicamenteuses. Sauf que nous savons aujourd'hui, enfin, quand on vous écoute, nous savons aujourd'hui que les prescripteurs sont très souvent soudoyés. Je veux dire, les médecins par ces visiteurs médicaux, simplement pour que leurs produits soient prescrits aux patients. Je vais prendre un exemple, moi, personnellement. Je vais dans un hôpital, on me prescrit des examens, mais on me dit, va faire ces examens dans tel laboratoire. Et la fiche de prescription des examens, a pour en tête le nom du labo et derrière, il y a carrément l'itinéraire pour retrouver, enfin, le plan de localisation du labo. Est-ce que ceux-là qui prescrivent des ordonnances sur cette base-là, est-ce que c'est normal? Je veux dire ça comme ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, le marketing pharmaceutique au Cameroun, il y a encore beaucoup à faire. Comme vous avez dit, il y a certains visiteurs médicaux qui soudoient en quelque sorte les médecins, les professionnels de santé en général. Ce qui se passe, c'est que actuellement, la charte de la visite médicale, la nouvelle charte de la visite médicale, qui a déjà été adoptée dans certains pays occidentaux et qui est en voie d'être adoptée également dans certains pays africains, stipule que les visiteurs médicaux n'auront plus ce droit-là de faire des cadeaux aux prescripteurs. Parce qu'en effet, le prescripteur, à la fin, il se sent comme redevable vis-à-vis
de tel ou tel laboratoire, parce que j'ai reçu telle ou telle chose de tel ou tel laboratoire, alors je me sens obligée de prescrire son médicament, ne m'attardant pas forcément sur les effets thérapeutiques du médicament, mais m'attardant surtout sur ce que le laboratoire m'a promis ou alors sur ce qu'il m'a offert. Donc, en fait, c'est ça que je disais. Je l'ai dit dernièrement à la conférence, qu'il y a un problème, il y a encore un véritable problème d'éthique. Est-ce que cela n'est pas aujourd'hui à l'origine de la floraison des médicaments douteux ou alors des médicaments peu efficaces qui existent sur le marché, finalement? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment. Enfin, ce que je veux demander, c'est que le prescripteur, parfois, celui qui vient soudoyer, parce que si son médicament est efficace, enfin, est le plus efficace disponible sur le marché, il n'aura pas besoin de cette pratique-là. S'il fait cette pratique-là, c'est parce qu'à un moment donné, soit il est, je ne vais pas le juger, incompétent, soit il veut faire passer un produit qui a une efficacité limitée. Je ne vais pas vous dire non, mais je vais également vous dire qu'il y a la concurrence. Comme c'est dit dans le livre, la concurrence est rude au Cameroun. La concurrence est vraiment rude au Cameroun. Ouais. Vous avez beaucoup de laboratoires qui présentent les mêmes molécules pour les mêmes maladies. Et on a un médecin qui doit retenir une panoplie de noms de médicaments pour une seule maladie. Donc du coup, à la fin, les laboratoires pensent, certains laboratoires pensent que alors c'est mieux de faire les cadeaux ou alors de donner de l'argent aux médecins pour que ce soit leur médicament qui soit mis en avant. Je vous propose, Astrid Verouche-Canoual, de marquer une petite pause de temps pour nous de découvrir ce reportage qui a été réalisé dans le cadre de notre clin d'œil de la semaine. On se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Avoir un comportement exemplaire dans la société n'est pas simplement le moyen de rendre plus harmonieuse la vie en communauté, c'est aussi le moyen le plus sûr de s'attirer le respect, la sympathie et les attentions des autres, qui sont nécessaires dans la réussite de la vie familiale, professionnelle et même pour le développement de son pays. C'est le message qui ressort de l'ouvrage de Symphorien Téné intitulé « Citoyenneté responsable, mon petit manuel de civisme, de morale et de vertu pour le développement de la Centrafrique », présenté officiellement à Bangui et dans d'autres régions du pays. Il faut se poser la question déjà de savoir qu'est-ce que moi-même je fais, quel est le comportement que j'affiche au quotidien qui est un frein pour le développement de mon pays. Si on arrive déjà à déceler ce qu'on fait, qu'on affiche des comportements négatifs, et qu'on essaye de remédier à ça, je crois que les choses pourront aller mieux pour le développement de notre cher et beau pays qu'est la République centrafricaine. L'ouvrage passe en revue les réalités auxquelles fait face le peuple centrafricain et présente des valeurs telles que la ponctualité, la discipline, l'ardeur au travail, le patriotisme, la probité ou encore la tolérance qui, selon l'auteur, ne sont pas suffisamment partagés en RCA. Je parle des comportements comme l'incivisme, l'immoralité, il y a autant d'états, la corruption et tout ça. C'est des petites choses qui sont des freins au développement. Et chacun de nous a sa part de responsabilité. Fort de ce constat, Symphorien Téné a obtenu grâce à son ouvrage une autorisation du gouvernement centrafricain pour sensibiliser les populations durant les 2 prochaines années. Citoyenneté responsable, mon petit manuel de civisme, de morale et de vertu pour le développement de la Centrafrique de Symphorien Téné, paru aux éditions Proximité. Merci une fois de plus d'être avec nous. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous recevons Astrid Verouche-Canoual. Elle est spécialiste des questions de marketing pharmaceutique et l'auteur des spécificités du marketing pharmaceutique, ouvrage publié en 2016 aux éditions universitaires européennes. Alors, Astrid Verouchka, l'autre souci, c'est que le médicament est devenu aujourd'hui un produit de luxe. Il n'est pas accessible à tous, ce qui pousse très souvent les malades vers je vais appeler ça quoi, les pharmacies trottoirs, ce qui pousse les malades vers les tradipraticiens qui vont leur proposer des produits dont l'efficacité n'est pas souvent vérifiée. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour que les malades ou les patients puissent migrer plus aisément vers les pharmacies modernes? Alors, ce que j'aimerais d'abord vous dire par rapport au prix des produits pharmaceutiques, parce que comme vous l'avez dit, ça devient comme un produit de luxe. Ouais. Alors, généralement, quand un laboratoire fixe le prix de son produit, il vise déjà à maximiser tout l'argent investi dans la recherche et le développement. Ouais. Alors, c'est pour ça que vous allez voir certains médicaments qui sont super chers. C'est en fonction des moyens investis dans la recherche et le développement. Alors, je pense que pour que les populations migrent des
des pharmacies trottoirs vers les pharmacies dites, comment dire, éthiques, c'est d'abord un problème de sensibilisation. Alors, je pense que les laboratoires pharmaceutiques devraient vraiment travailler avec, en collaboration, non, avec les laboratoires pharmaceutiques devraient travailler avec l'État, avec les pharmacies, avec les professionnels de santé, pour déjà sensibiliser les populations sur les méfaits et tous les désavantages de la consommation des produits issus des pharmacies trottoirs. Par ailleurs, je pense qu'il faudrait également que l'État, à son niveau, puisse voir dans quelle mesure, et je pense que c'est déjà en train d'être fait, vraiment subventionner la plus grande partie des médicaments, surtout des médicaments de base, pour que les produits puissent être revus le prix des produits puisse être revu à la baisse. Et également les assurances santé. Je pense que les assurances également font en sorte que les produits soient acquis à des coûts vraiment raisonnables. Mais qu'est-ce qui explique le fait que deux produits qui ont à la base la même composition, qui soignent à la base la même maladie, qui peuvent avoir même la même efficacité et des prix relativement différents? Alors, il faut comprendre qu'il y a les médicaments qu'on dit, les médicaments princeps et les médicaments génériques. Les médicaments princeps, ce sont ceux-là qui ce sont ceux-là qui ont la molécule de base. Et plus tard, généralement, ils obtiennent un brevet qui tombe dans le domaine public 10 ans plus tard. Une fois que la molécule tombe dans le domaine public, c'est à ce moment-là que ça devient générique. Donc les petits laboratoires, bon pas forcément les petits laboratoires, alors les autres laboratoires récupèrent la molécule et en font des génériques. Ce qui signifie quoi? Le laboratoire qui a sorti le médicament Princeps, il n'a pas dépensé dans les mêmes moyens dans la recherche et le développement avant de le mettre sur le marché que le laboratoire qui a fait le générique du produit. Et également, même au niveau des génériques, les moyens mis en œuvre pour la recherche et le développement ne sont pas les mêmes. Tout dépend de la notoriété et, comment dire, de la grandeur du laboratoire. C'est généralement pour ça que les produits n'ont pas le même prix. Tout dépend des moyens mis dans la recherche et le développement. Alors, si aujourd'hui, je veux mettre sur pied un médicament, quelle peut être la démarche à suivre? Je le dis parce que j'ai lu votre ouvrage et vous avez pris l'exemple. Mettre sur pied un médicament, ou alors lancer un médicament sur le marché. C'est ça, la même chose, de toutes les façons. Donc, vous avez pris l'exemple du Vitafer qui lutterait contre l'anémie, c'est un exemple. Comment ça se passe? Alors, quand un produit arrive sur le marché, une fois que l'autorisation de mise sur le marché est obtenue, ce qui se passe, c'est quoi? Les visiteurs médicaux en charge de la promotion de ce produit, on va prendre le cas du Vitafer, comme vous l'avez dit par exemple, on va commencer par la mise en place de ces produits chez les grossistes. Une fois que les grossistes ont le produit, comme grossiste ici, je vais prendre le cas de Laborex. Alors, une fois que Laborex ou Ubipharm, ils ont le stock de Vitafer, les visiteurs médicaux vont se charger de faire la mise en place de ces produits-là dans les pharmacies, précisément dans les pharmacies. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est convaincre le pharmacien prescripteur ou les chargés de commande de commander ces produits chez Laborex. Ils vont leur dire, voilà, il y a tel ou tel produit, il y a un autre produit qui vient d'arriver chez Laborex, il faudrait essayer, ça lutte contre telle ou telle pathologie, ça fait ci ou ça, c'est dosé à tel ou tel niveau, ça a tel ou tel avantage. Et une fois que le pharmacien accepte de mettre le produit dans ses rayons, maintenant, il faut travailler chez les prescripteurs, vraiment travailler pour que le produit soit prescrit et qu'il soit acheté. Alors, on va conclure cette émission et répondre effectivement à la problématique posée dans cet ouvrage. Quelles sont, selon vous, les spécificités du marketing pharmaceutique pour sortir? Pour sortir, on dira que les spécificités du marketing pharmaceutique sont déjà, c'est déjà, pour commencer, le fait que la promotion qui est la base qui est la base du marketing pharmaceutique ne soit pas adressée au consommateur final. Et à cela, je vais ajouter le prix. Le laboratoire ne fixe pas seul ses prix. Il le fixe en collaboration avec le ministère de la Santé.
Ce qui signifie que parfois le ministère de la Santé peut juger que tel ou tel produit ne mérite pas tel ou tel prix. Mais vraiment, c'est vraiment en collaboration. Mais vraiment, le point essentiel, c'est que la promotion n'est pas adressée aux patients direct. Que le produit, c'est le médicament, qui est à la base toxique, mais qui également a des bienfaits. D'accord. Donc, on doit communiquer d'une manière éthique. On doit avoir le bon médicament. On doit fixer un prix raisonnable pour pouvoir faire passer facilement son produit. C'est un peu ça. Merci en tout cas, Astrid Verhoush-Canol, d'être passée sur le plateau de Voxbooks. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de marketing pharmaceutique et auteur de Les spécificités du marketing pharmaceutique, un ouvrage que vous avez publié en 2016 aux éditions universitaires européennes. Je rappelle aussi que c'est un prolongement de votre mémoire de fin de MBA que vous avez juste adapté en ouvrage. Oui, c'est ça. Donc je vous souhaite par ricochet une fois de plus, très très bonne fête de la Pâques. Merci. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que nos adresses sont disponibles. Vous pouvez nous joindre via nos réseaux sociaux. Les adresses s'affichent d'ailleurs au bas de l'écran. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Espérons nous retrouver la semaine prochaine. Excellente fête de la Pâques à toutes et à tous. Au revoir. Dans le débat relatif à l'émergence, l'enjeu, c'est le développement. En effet, l'émergence est un processus, une dynamique intégrant toutes sortes de mutations et de transformations ayant pour cap le développement. Convaincu de la pertinence du courant de pensée qui suggère une conception africaine du développement et de la modernité, l'auteur invoque dans ce contexte mouvementé 3 préalables majeurs à l'émergence du Cameroun qui sont pour lui autant de défis à relever afin de parvenir au développement de son pays. Il s'agit du défi identitaire, du défi éducatif et du défi démocratique. Le Cameroun à la croisée des chemins vers le développement, les 3 défis de l'émergence, de Richard Macon, nouvellement paru chez l'Harmattan. J'ai une passion, vivre dans une Afrique digne. L'Afrique doit cesser d'être seulement un continent d'avenir pour devenir un continent du présent et de l'avenir. Pour cela, il faut que ses fils et filles reprennent confiance en eux, qu'ils se débarrassent de leurs complexes, qu'ils prennent conscience de l'urgence de réfléchir, qu'ils redonnent confiance aux pauvres afin d'éviter que l'aide et la charité ne se transforment en une prison perpétuelle. Mais le combat le plus rude sera d'imposer le travail comme un plaisir. Est-ce possible ? Ma conviction est que c'est nécessaire et possible, à condition, bien entendu, que les Africains se réveillent. Il est temps. Et si l'Afrique se réveillait, du docteur Paul Fokam, disponible aux éditions du Jaguar. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.